trois failles dans le jiu-jitsu brésilien, trois failles majeures dans le jiu-jitsu brésilien. Si tu veux te lancer dans cet art martial, eh bien, je t'invite à écouter cette vidéo du début à la fin avant de prendre ta décision. Bonjour, je suis Jean-Serge Moulouba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien, alors que tu me vois ici en pleine séance de solo wrestling. Je voudrais évoquer avec toi ces trois failles et comme tu le sais, je suis une personne qui n'a pas la langue de bois comme cela peut être très souvent pratiqué dans ce milieu. Alors on y va de suite. Petite mention, je ne parle pas de ces trois failles que mentionne bien souvent John Danaher, à savoir, tu le sais, toi aussi certainement, le leg locking game. C'est vrai qu'aujourd'hui le retard est rattrapé. Ensuite, le standing game, à savoir les takedowns, qui sont aussi une faille dans le système du jiu-jitsu brésilien. Et enfin, le top game dans sa spécificité du top position maintenance, c'est-à-dire savoir maintenir, garder, consolider une position de contrôle au-dessus de ton adversaire. Voilà les trois points qu'évoque souvent John Danaher qui sont établis. Alors moi je vais sous un autre angle. Les trois points sont en premier le point intellectuel. Alors pourquoi cette façon d'apporter la réflexion? Eh bien, figure-toi que je vais exposer ici ma conception vis-à-vis de l'idée de la technique. La technique, comme tu le sais, représente un mouvement ou un ensemble de mouvements destinés à apporter une solution à un problème donné. Dans le jiu-jitsu brésilien, depuis qu'il est jiu-jitsu brésilien, il y a tout un ensemble de techniques qui forment le cortège de l'expression de cet art au sol. Nous avons des techniques comme cette fameuse clé de l'épaule dite la kimura, qui, comme son nom l'indique, représente donc un apport japonais dans le système du jiu-jitsu brésilien, clé d'épaule que l'on appelle autrement dans le judo udegarami, système udegarami qui inclut cette clé d'épaule dite kimura. Si j'évoque ce sujet concernant la kimura, c'est simplement parce que tu verras dans le jiu-jitsu brésilien, pléthore de techniques sont là, qui sont en fait des moments de créativité éparses. On peut prendre le Peruvian necktie, qui n'a pas fait son apparition autrement que par Anton de Souza, ce fameux wrestler aussi BJJ Black Belt, qui dans les années 90 a terrassé tout le monde en compétition avec son Peruvian tie. Et donc, de là, on a retenu cette technique, mais tu prendrais dans la même famille d'étranglement, je veux dire la même famille, tu as le Japanese necktie, tu as Australian necktie, et tu as même les Darce choke, qui sont eux aussi des embranchements autour de la même station. Les Darce, le Darce tel qu'il est connu aujourd'hui, est aussi un moment qui a été révélé par une Black Belt, Jody Arce, de chez la Renzo Academy, à partir de laquelle, voilà, cette technologie s'est propagée. On peut aller comme ça encore et encore
mentionner par exemple le Buggy Choke tout récent qui est là, qui voit des déclinaisons incroyables dans son application en compétition. Tu as aussi le fameux Choi Bar de ce Coréen qui est venu nous montrer une façon très spécifique d'enclencher cette clé de bras, ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne vais pas mentionner les Ashigaramis qui ont été systématisés par monsieur John Danaher. Et donc, tout ça pour te dire que la technique est vivante. La technique sont essentiellement des moments d'inspiration dans des situations de problèmes aigus où les gens sont inspirés à trouver des solutions qui sont après répétées, systématisées. Personne n'a donc préhension sur la technique. Personne ne peut dire, moi, je suis le dépositaire de toutes les techniques, c'est chez moi qu'il faut venir voir pour apprendre toutes les techniques possibles du Jiu-Jitsu. Ça n'existe pas. Le Jiu-Jitsu est tout à fait en dehors de toute préhension. Il se révèle par des athlètes, mais il est en dehors dans le même temps. Personne ne peut en faire sa propriété exclusive. Ça, c'est une faille dans la mentalité de nombreux pratiquants et leaders. La deuxième faille, elle intervient au niveau des communautés. Alors, il y a plusieurs communautés. Ton club est une communauté. Les communautés peuvent être aussi méta-observées. Par exemple, tu as la communauté Jiu-Jitsu style IBJJF, c'est-à-dire que dans cette communauté-là, le Jiu-Jitsu n'existe que par des systèmes de compétition régis par la fédération IBJJF et autres déclinaisons. Tu as les communautés MMA. Dans ces communautés, le Jiu-Jitsu est exprimé d'une autre façon et ça n'a rien à voir avec les mentalités que tu trouveras dans les communautés adjacentes. Pourquoi c'est l'histoire de communauté? Eh bien, tu verras que dans la communauté style IBJJF, qui est aussi la plus ancienne en termes d'organisation des compétitions et qui est la plus stricto sensu orientée vers l'expression de ce Jiu-Jitsu, tu trouveras des poches de rigidité, c'est-à-dire des façons de penser très dures, notamment cette histoire de verrouiller l'accès au leg locking. Cela parce que en compétition régie par la IBJJF, ça n'est pas possible de les appliquer en dessous de la ceinture marron. Eh bien, toutes ces règles qui vont en réalité formater l'enseignement du Jiu-Jitsu représentent quelque part une faille. De la même façon, à ton niveau personnel de pratiquant dans ton club, tu auras aussi des failles au niveau de la communauté, dans le sens où tu pourrais trouver des ségrégations assez fermes entre ce qui se fait pour les compétiteurs et ce qui se fait pour les loisirs. Le troisième aspect, la troisième faille représente le leadership. Encore une fois, c'est une affaire de croyance. Les leaders qui ont été formés dans un environnement très typé IBJJF auront tendance à penser le Jiu-Jitsu à dispenser
uniquement par le canevas IBJJF et son Rule Set, ce qui peut induire fortement en erreur des personnes qui auraient d'autres objectifs que de pratiquer la compétition dans un système IBJJF. On a d'autre part des leaders qui ont la conviction que la connaissance est verrouillée dans leur esprit. Pour avoir accès à la connaissance, il faut nécessairement passer par leur esprit. Or, si cela a été vrai dans les années 90, car les informations étaient plutôt éparses, très rares à dénicher, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui en 2024, où nous sommes arrosés littéralement par une abondance pléthore d'informations. Eh bien, si cela a été le cas en 1990, eh bien, ça n'est absolument plus le cas. On a changé de paradigme. Du coup, l'information est une commodité. Ce qui est beaucoup plus important aujourd'hui, c'est la personnalisation, l'idée de l'accompagnement. Et ça ne peut pas être réellement actualisé sans le précepte de la gentillesse. Alors, tu vois, on est dans un sas où le leadership est encore assez vieillot par rapport à sa façon de penser, alors que nous avons maintenant pénétré une ère très riche en termes de l'évolution du grappling. Voilà. La faille, elle peut être intellectuelle, la faille, elle peut être communautaire, la faille, elle peut être aussi du point de vue leadership. Il y a un espoir à ça. L'espoir, c'est l'ouverture d'esprit. L'espoir, c'est accepter l'idée que le contrôle sur la discipline est littéralement impossible. Les gens sont libres d'interpréter le jiu-jitsu comme bon leur semble. Comme bon leur semble, c'est le cas en MMA. Les gens vont vers leur priorité de combat, mais c'est le cas pour chacun dans son quotidien. Tu fais le jiu-jitsu dans le sens qui te convient pour tes préceptes, tes objectifs personnels sur lesquels personne n'a le droit de dire quoi que ce soit. Voilà, je te dis à la prochaine vidéo.